Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons faire l'examen de janvier 2017. De quoi nous parle cet examen? Cet examen nous dit que nous avons une boule. Initialement, nous avions une boule. Cette boule est reliée par une ficelle à un point dans le mur, on va dire, à une certaine hauteur, ici qu'on va appeler R, donc la longueur de la ficelle au final, de 1,80 m. Cette boule a une masse M. Et en dessous de son point de suspension, de son point d'accroche, se trouve un bloc. Hop. Ici, hop, hop, hop. Un bloc d'une masse 3M. Si on fait le sol, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? L'énoncé nous dit qu'après un certain moment, on vient lâcher la boule. La boule va donc venir avancer pour venir frapper. Hop. Elle va donc avancer, tomber et venir frapper notre petit bloc de 3M, de masse 3M. Son mouvement correspondant plus ou moins à ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On aura donc un choc parfaitement inélastique. Donc il y aura conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement, comme quand deux balles de billard se frappent dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer directement après ça? Notre petit bloc de 3 mètres, il va avancer, si on prolonge le sol, d'une certaine distance D. Hop, hop, hop. Ça, c'est la nouvelle position de notre bloc. Et la boule, notre boule, elle va remonter. Elle va repartir, parce que c'est un choc, d'une certaine distance inconnue également. Donc ça, c'est toute la situation de notre examen. C'est tout ce qui se passe, tout ce que nous dit l'énoncé. On a la masse des boules, la masse de notre cube, la longueur. On a l'angle initial. L'angle initial, c'est évidemment 90 degrés. Et on a aussi le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, c'est nu, est égal à 0,1. Avec ça, on a toutes les infos. Avec ça, on comprend notre problème. Et avec ça, on peut commencer à résoudre les sous-questions. Avant ça, je vais décrire ici à droite nos trois situations. Première situation, on va appeler ça le temps zéro. Qu'est-ce qu'on a? On a la boule qui est verticale, qui est horizontale, reliée à son petit point d'accroche, et on a notre bloc. Ça, c'est le temps 0. Ensuite, on a le temps 1, qu'on peut appeler le temps du choc. Ça, c'est le temps initial. Le temps du choc. Qu'est-ce qui se passe? Ici, notre boule, elle est totalement verticale et elle va frapper notre petit bloc. Ça, c'est le temps du choc. Et enfin, on a notre temps 2. On peut l'appeler le temps final. Qu'est-ce qui se passe? La boule, elle est revenue en arrière à cause du choc, tandis que notre bloc, comparé à l'horizontale, lui, il a avancé. Légèrement plus bas. Si on prend le sol. Voilà. Ça, ce sont nos trois temps. Et tout le long de l'examen, on va venir se poser des questions sur les trois différents temps. Maintenant qu'on a compris l'énoncé, on a compris ce qui se passait, on va résoudre la première sous-question, la sous-question 1. Que nous demande la sous-question 1? Elle nous demande de dessiner le cube après qu'il ait été frappé par la balle et de dessiner toutes les forces qui s'appliquent sur ce cube. Donc c'est ce qu'on va faire. On dessine notre petit cube après qu'il ait été frappé par la balle, un petit cube de masse 3M sur son sol. Donc, lorsqu'il est frappé, il va venir avancer vers la droite. Donc,
comme le montre notre dessin. Et pendant ce temps-là, il y a des forces qui vont s'appliquer à ce petit cube. Donc, quelles sont les forces en présence? Question 1. Comme d'habitude, première force à noter, son poids, G. Ensuite, réaction à son poids, nous avons la normale, N. Et puis, on s'intéresse à ce qu'il y a une traction, ou s'il y a du frottement, ou est-ce qu'il y a un moteur quelque part. Et la seule chose que nous avons, ce sont les frottements. Parce qu'on nous rappelle qu'il y a bien un coefficient de frottement qui vaut 0,1. Et en plus de ça, le bloc est en mouvement. Donc, il y a des frottements cinétiques. Maintenant, on commence à voir le sens des frottements cinétiques. On sait que le cube va globalement vers la gauche. Okay. Et comme les frottements s'opposent à son mouvement, eux, ils vont aller vers la gauche. Pardon. Le cube va vers la droite, donc comme les frottements s'opposent à son mouvement, eux, ils vont aller vers la gauche. Bref. Maintenant qu'on a dessiné les différentes forces, on peut venir calculer leurs valeurs. On va faire ici. Nous avons donc 3 forces. La première, le poids, G. Ça, c'est facile. G, il vaut simplement 0 en X et 3mg en Y, avec un moins devant parce que le poids va vers le bas. Ensuite, nous avons N, la normale. La normale qu'on va noter 0 en X et N en Y. Et enfin, nous avons les forces de frottement. Eux, ils vont être égales à mu N en X, avec un moins devant parce qu'ils vont vers la gauche, et 0 en Y. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur des différentes forces? On fait simplement la somme des forces égale à MA, où la somme des forces est égale à 0. Ici, en Y, nous avons la somme des forces est égale à 0. Pourquoi? Parce que le bloc ne bouge pas en Y, il bouge que en X. Donc, ce qui va nous donner directement, moins 3mg plus N est égal à 0. Ou autrement dit, N égale 3mg. En X, qu'est-ce qui se passe? En X, on a la somme des forces en X est égale à MA. Pourquoi MA et pas 0? Parce que le bloc bouge en freinant petit à petit. Il a une grosse impulsion au début, et puis il va venir freiner tout le long de son chemin. Donc son accélération n'est pas nulle. Et qu'est-ce qu'on a en X? On a simplement les frottements. Donc ça va nous donner moins mu N est égal à à 3m fois A, son accélération en X. N, on vient de l'avoir juste avant. Ça nous donne donc moins mu 3mg est égal à 3ma x. Autrement dit, en simplifiant, on trouve directement sur a de x est égal à moins mu mg. Moins mu g, pardon. Et ça, en prenant g est égal à 10, ça nous donne moins 1. Est-ce que c'est correct? Oui, parce qu'initialement, j'avais calculé mon petit vecteur. Moins 1, ça nous signifie que l'accélération est négative et qu'elle a une norme 1. Donc ça, c'est sa vitesse. Et ça, c'est son accélération. A de x. Avec ça, on vient de résoudre on vient de montrer toutes les forces qui s'appliquent sur le petit cube, ainsi que son accélération horizontale. Maintenant qu'on vient de calculer les forces sur le bloc pendant son freinage, la sous-question 2 nous demande de calculer la vitesse de notre petite balle, juste avant de toucher le bloc. Comment allons-nous résoudre ça? On va faire simplement un bilan de force, un bilan d'énergie, pardon. Et le bilan d'énergie, on va le faire entre quoi? Entre deux situations. Situation T0, comme dessiné initialement, et la situation T1. Vous appelez T0 situation initiale et T1 situation de choc. Donc pour rappel, T0 c'est la situation où une petite balle est à l'équilibre horizontal et une petite bloc, il ne se passe rien. Et la situation T1, c'est quand notre petite balle, elle vient toucher, elle est parfaitement verticale et elle vient toucher notre bloc. Avec ces deux situations-là, on va pouvoir faire un bilan d'énergie, parce que rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé. On va donc faire deux cases. Un pour T0 et
et 1 pour T1. T0, T1. Ici, on ne nous parle pas de ressort, ni de rien. On ne parle pas de ressort, on ne nous parle pas encore de freinage à ce moment-là, ni de moteur. Donc les seules fausses énergies que nous avons, c'est l'énergie potentielle liée à la gravité et l'énergie cinétique, pour les deux situations. En T0, qu'est-ce qui se passe? En T0, l'énergie potentielle est égale à mg fois r, r étant la hauteur de notre petite balle. Ok. Ça étant égal à r. Par contre, sa vitesse est nulle, parce que la balle ne bouge pas. Donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi m fois 0 au carré, donc est égal à 0. Maintenant, l'énergie potentielle pour T1. T1, qu'est-ce qui se passe? L'énergie potentielle, elle vaut m fois g fois 0. Elle vaut donc 0. Parce qu'elle considère que la balle est au sol. Par contre, son énergie cinétique n'est pas nulle. Elle vaut 1 demi mv carré. Et v carré étant la vitesse qu'on cherche. Par v étant la vitesse qu'on cherche. Maintenant qu'on a tout ça, on sait que les deux blocs ont la même quantité d'énergie, parce qu'on n'a rien perdu. On peut donc venir calculer notre vitesse. Parce qu'on tombe sur mgr plus 0 est égal à 0 plus 1 demi mv carré. Autrement dit, mgr est égal à 1 demi mv carré. Les m se simplifient. On met le 2 de l'autre côté. Sur 2gr est égal à v carré. Autrement dit, v carré est égal à racine de 2gr. Avec ça, on trouve la vitesse avec laquelle notre petit bloc vient frapper, notre bloc de masse 3m. Alors, dans cette troisième sous-question de l'examen, on va s'intéresser en fait à la vitesse du bloc et à la vitesse de la boule après le choc. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on sait que la collision qui a lieu entre la boule et le bloc est élastique, ce qui veut dire qu'en fait l'énergie est conservée pendant la collision. Et donc, ce que nous allons faire, c'est écrire l'égalité de l'énergie avant et après la collision, mais également l'égalité de la quantité de mouvement, car la quantité de mouvement est elle aussi conservée pendant le choc. Donc, alors, pour l'énergie, ce que nous avons, c'est que initialement, donc, nous avons notre boule de masse m qui a une certaine vitesse, mv carré sur 2, donc son énergie cinétique. Et cette énergie cinétique est égale également à l'énergie cinétique après l'impact. Après l'impact, la boule, en fait, elle va remonter avec une certaine vitesse v étoile, et le bloc va commencer à avancer avec une certaine vitesse w étoile. Donc, en fait, l'énergie cinétique du système après l'impact s'écrit comme m v étoile carré sur 2 plus 3m oméga carré sur 2. Donc 3m la masse du bloc. Donc ceci, en fait, c'est pour la conservation de l'énergie lors de la collision. Il y a également l'équation de la conservation de la quantité de mouvement. Donc on se souvient que la quantité de mouvement, c'est égal à la masse fois la vitesse de l'objet. Donc initialement, on n'a que la boule qui est en mouvement, donc mv. Et après la collision, on a la boule avec une certaine vitesse v étoile, et le bloc avec sa vitesse oméga étoile. Donc, on a ici deux équations à deux inconnus. Donc, on va pouvoir résoudre ce système d'équations pour trouver la vitesse v étoile et la vitesse oméga étoile. Mais avant cela, on va procéder à des petites simplifications. Donc déjà, on peut simplifier ici dans l'équation de l'énergie tous les divisés par 2. Et on peut simplifier les m. Ensuite, dans l'équation, ici, on peut également simplifier les m. Donc, maintenant que nous avons simplifié le premier système d'équations, nous pouvons réécrire comme un deuxième système plus simple. Nous avons que v carré égale à v étoile au carré plus 3 oméga w au carré, et que v est égal à v étoile plus 3w.
Alors, ce que nous allons faire, en fait, c'est utiliser ce système d'équations à deux inconnus. Donc, deux équations, deux inconnus, c'est parfait. On va pouvoir trouver une solution. Et jouer avec pour trouver V étoile et W étoile, en se souvenant que V est égal à 6 mètres par seconde. Donc, si on note ça, la première équation, et ça la deuxième, j'ai que dans ma première équation, V carré moins V étoile au carré est égal à 3W étoile au carré. Et ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer, d'utiliser cette équation qu'avec du V et du V étoile. Et en fait, je peux utiliser ma deuxième équation et isoler W, donc V moins V étoile est égal à 3W. Et donc V moins V étoile est égal à W divisé par 3. W étoile évidemment. Et je vais remplacer ça là-dedans. Donc je vais déjà développer ça. Je sais qu'en utilisant l'astuce de Vincent, ça me donne V moins V étoile fois V plus V étoile. Et ça, c'est égal à 3 fois ça au carré. Donc j'ai du 3, j'ai dû diviser par 3, donc ça me donne divisé par 9 fois V moins V étoile au carré. Donc en fait, si je simplifie encore ça, ça me donne 1 tiers, je passe le 3 de l'autre côté, ça me fait 3 fois V moins V étoile fois V plus V étoile, qui est égal à V moins V étoile fois V moins V étoile. Et là, qu'est-ce que je peux faire? C'est simplifier ça et ça. Et donc, j'ai que 3V plus 3V étoile, c'est égal à V moins V étoile. Et donc, j'ai que 2V est égal à moins 4V étoile. Et donc, si je simplifie, eh bien, j'ai que V étoile est égal à moins 3. Hop là. Et donc, j'ai trouvé la vitesse de ma boule après la collision. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser cette équation-ci maintenant pour trouver W étoile. Donc ça me donne 6 moins moins 3, ça me fait 9, divisé par 3. Et donc, j'ai 3. Et donc, j'ai que V étoile est égal à moins 3 mètres par seconde et que V égale à 3 mètres par seconde. Alors, est-ce que ces résultats sont cohérents? Eh bien, vu le signe de V étoile, on peut dire que les résultats sont bien cohérents. Pourquoi? Parce que la masse M, la petite bouboule, bien, elle va repartir dans l'autre sens. Donc c'est normal qu'on ait un signe négatif. Et le bloc va commencer à avancer dans ce sens-ci, donc on a un signe positif. Ceci résout donc l'exercice numéro 3 de l'examen. Alors, dans cette quatrième sous-question de l'examen, on nous demande jusqu'à quelle hauteur la petite boule va remonter. Donc, on sait déjà que la boule va remonter à une hauteur qui est inférieure à R, donc ça vous est donné précédemment. Et maintenant, nous allons calculer quelle est cette hauteur H eh bien, jusqu'à laquelle remonte la boule. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons utiliser le principe de conservation de l'énergie. Nous savons qu'après la collision, la boule a une certaine vitesse V étoile que nous avons calculée précédemment. Et nous savons également que cette boule va remonter jusqu'à une certaine hauteur. Donc en fait, initialement, elle a une hauteur nulle et elle a une certaine vitesse. Et ce qui veut dire qu'une fois qu'elle aura atteint sa hauteur maximum, eh bien, on va appeler cette hauteur H. La boule aura également, à cette hauteur H, eh bien, une vitesse qui est nulle. Donc, si on dit qu'il y a conservation de l'énergie et que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Donc l'énergie initiale, c'est l'énergie initiale de la boule juste après la collision. L'énergie finale, c'est l'énergie au moment où la boule a atteint sa hauteur h. Eh bien, on sait que m v étoile au carré divisé par 2
égale à mgh. Et donc là, on a tous les ingrédients pour calculer la nouvelle hauteur. On simplifie m, et on sait qu'en isolant, eh bien, h est égal à v étoile divisé par 2 fois g. Et donc, v étoile est égal à moins 3, donc c'est v carré, donc on a du 9, divisé par 2 fois 10, 9 divisé par 20, et ça nous donne 0,45 mètres. Et comme ça, tout simplement, eh bien, on a calculé la hauteur que va atteindre la petite balle après la collision. Alors, dans cette sous-question 5, on nous demande de calculer la distance d qui est parcourue par le bloc juste après avoir été percuté par la boule. Alors ici, on va se servir, comme précédemment, d'un bilan d'énergie. On peut noter qu'effectivement, on pourrait le résoudre avec un MRUA, parce qu'on connaît l'accélération sur le bloc, parce qu'on connaît la force de frottement et la masse du bloc, donc on sait quelle est l'accélération du bloc. Mais c'est quand même nettement plus facile de faire ça avec un bilan d'énergie, donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette technique. On peut donc dire que juste après avoir été percuté par la boule, mon cube a acquis une certaine vitesse W étoile, et que à cette vitesse est associée une certaine énergie cinétique qui est donnée par bien la masse de mon cube 3m fois sa vitesse W étoile au carré sur 2. Et cette énergie cinétique, elle va être entièrement dissipée par les forces de frottement jusqu'à ce que le bloc s'arrête. Je peux donc dire que l'énergie cinétique ici, elle est équivalente à ce qui va être au travail de la force de frottement. Eh bien, j'écris donc que l'énergie cinétique est égale au travail de la force de frottement. Alors, pour ça, il faut se rappeler que la force de frottement, elle intervient toujours, bien sûr, elle est dirigée dans le sens contraire du déplacement. Et donc, sa valeur est donnée par μc, parce qu'on se déplace, donc c'est bien le frottement cinétique, fois la valeur de la normale. La valeur de la normale, eh bien, c'est simplement la même norme que la force poids ici. Ça va donc être 3mg. Et cette force de frottement, eh bien, pour obtenir le travail qu'elle fait, je dois la multiplier par la distance sur laquelle elle s'applique. Et c'est justement ce que je cherche, la distance d. Ok, donc ça c'est un bilan d'énergie, c'est le delta d'énergie cinétique par rapport au travail des forces extérieures. Eh bien, maintenant je peux isoler le d pour trouver l'expression. Je vois que j'ai 3m des deux côtés, je peux les simplifier. Et j'en déduis que d est égal à W étoile au carré sur 2 μc g. Ce qui me donne une valeur de 9,5, c'est-à-dire 4,5 mètres. Grâce à mon bilan d'énergie, j'ai donc pu résoudre la sous-question numéro 5. Donc, on va maintenant résoudre la dernière et 6e sous-question de l'exercice. Et pour celui-ci, on nous demande de tracer l'évolution de l'énergie potentielle et cinétique en fonction de la hauteur de la boule. On parle donc de l'énergie potentielle et cinétique de la boule, en fonction de la hauteur de celle-ci, et d'abord avant la collision et ensuite après la collision. On nous dit aussi qu'on considère que l'énergie potentielle est nulle lorsqu'on est à une hauteur de 0. Alors ici, on nous dit de dessiner l'énergie en fonction de la hauteur. En fonction de, ça veut dire que je vais mettre la hauteur sur l'axe de x et l'énergie sur l'axe des y. Alors d'abord, je vais essayer de dessiner mon énergie potentielle. Je sais que l'énergie potentielle, c'est donné par mgh, et donc je sais que ça dépend linéairement de la hauteur. J'aurai donc une simple droite. Donc si je suis ici à une hauteur nulle, eh bien on me dit que mon énergie potentielle est nulle, et je vais augmenter linéairement avec la hauteur. Maintenant, comme je sais que mon énergie est conservée, parce que pour la boule, avant la collision, eh bien, on ne considère pas de force de frottement, etc.
eh bien, je peux dire que forcément, lorsque je gagne en énergie potentielle, c'est que je perds en énergie cinétique, et surtout l'inverse. Quand je perds de l'énergie potentielle, c'est que je gagne de l'énergie cinétique. Je peux donc dire que lorsque je suis à ma hauteur maximale, mon énergie cinétique est nulle, et qu'à mesure que je descends, mon énergie cinétique augmente pour arriver à la même hauteur, la même quantité, puisque je n'ai pas perdu d'énergie, il n'y a pas de force dissipative dans le cas de la boule avant la collision. Ensuite, une fois que la boule est entrée en collision avec le cube, eh bien, elle lui transfère une partie de son énergie cinétique via la collision parfaitement inélastique, et elle repart donc avec une autre vitesse qui est plus faible que celle avant l'impact, et je sais donc que, je vais noter en rouge ce qui se passe après l'impact, je sais donc qu'après l'impact, je pars de ce point-ci avec une énergie cinétique qui est plus faible et qui va diminuer aussi linéairement à mesure que la hauteur augmente, et comme on s'en doute, puisque l'énergie cinétique de départ était plus faible, eh bien, je parviens à une hauteur finale h qui est plus basse, et donc je peux dire que mon énergie potentielle ici va, elle, augmenter aussi linéairement jusqu'à la hauteur h. Donc je peux dire que on peut renoter ici pour préciser qu'il s'agit ici de l'énergie cinétique et ici de l'énergie potentielle UG due à la gravité. Et même chose ici, l'énergie cinétique c'est cette courbe-ci et l'énergie potentielle UG c'est cette courbe-là. Comme on le voit ici, il fallait faire attention à ne pas tomber bêtement dans le piège et à remettre les trucs qu'on apprend par cœur sans réfléchir, c'est-à-dire les paraboles. Voilà qui conclut la dernière sous-question de cet exercice. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like sur la vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour résoudre les QCM de l'examen de janvier 2017.